salam à tous, troisième épisode du Cypherspace. Alors aujourd'hui, je suis pas avec mon collègue Graba. Pas du tout. Quelqu'un a pris sa place. C'est ça, c'est moi, Antoine. Il est vénère, Ah Antoine ouais, direct. Antoine. Il m'appelle Jules Man, c'est pour une bonne raison. Ah ouais, ça c'est une petite private joke qu'on a lui et moi. Vous pouvez pas capter. Alors, troisième épisode du Cypherspace. Troisième, deuxième, ça dépend de comment on aura choisi, vu que chez Graba il voulait faire épisode 0, on verra par la suite. Épisode un peu spécial, un peu particulier. Vu que aujourd'hui j'interview quelqu'un d'extérieur à la chaîne C'est ça. qui s'est présenté, qui s'appelle Antoine. Voilà. Donc, Antoine, Oui, comment tu vas? bah bien et toi? On se check? Enfin, on se serre la main? On se serre la main comme des Même hommes. si ça fait 20 minutes qu'on s'est vu, mais c'est pas grave. Carrément. Alors, cette interview, elle est un peu spéciale, elle est un peu particulière pour moi. C'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis que j'avais pensé à la création de la chaîne, justement. Ah ouais, depuis ce temps-là? Ouais, ça fait Ok, un ok. truc. En fait, à la création de la chaîne, j'avais pensé à quelques sujets particuliers. Et un des premiers sujets qui était venu en premier, justement, dans ma tête, c'était d'interviewer quelqu'un qui avait une situation particulière dont on va Ok, ça parler durant la vidéo. Ça va, pas trop stressé? Tranquille, moi. Tranquille. Tranquille, toi, gars. Alors, soyez un peu indulgents, c'est sa première fois comme ça sur un long format en face cam. Donc, encore une fois, je vous demanderai beaucoup de soutien, beaucoup d'indulgence envers Antoine. C'est gentil, merci. Soyez indulgents comme vous l'avez été pour la première vidéo. D'ailleurs, on vous remercie pour les retours. Là, ça fait un jour voire 2 jours qu'on l'a lancé. On a déjà quelques vues, quelques commentaires, beaucoup de likes. Et ça fait vraiment plaisir. Il mérite, il mérite. C'est gentil, merci. Alors, Antoine, j'ai invité ce monsieur aujourd'hui pour une raison très très particulière. C'est que Antoine est atteint d'une pathologie, C'est d'une ça. maladie. Maladie chronique. Comment tu veux qu'on appelle ça? Maladie chronique, c'est le nom de... C'est le terme médical? C'est ça, maladie chronique de Ok. l'intestin. Voilà, donc qui s'appelle la... Maladie de Crohn. Ok, voilà. Et du coup, le sujet du podcast, ça va être justement de parler un peu avec une personne comme Antoine qui a cette maladie-là, qui nous explique un peu justement son parcours par rapport à la maladie, son ressenti, les conséquences que ça peut avoir, et voir un peu comment il vit tout ça. Ouais, Voilà. ça me va. Donc déjà, je remercie beaucoup Antoine d'oser passer derrière la caméra Bah avec et plaisir, de franchement. faire ce témoignage. Je Ouais. sais que c'est pas évident. Non, ça va, en plus ça m'a touché qu'il m'ait proposé ça quand même parce que sur mes réseaux sociaux j'aime bien en parler, dans mes stories amis proches, Ouais. privés, etc. Et ça me fait plaisir de pouvoir ouvrir le sujet à de plus grandes personnes, en fait, toucher de nombreuses personnes si possible, C'est le but. pour sensibiliser, pour que les gens connaissent la maladie parce que ça commence un peu vraiment à se développer, à être vraiment connu, Ouais. mais au moins ça peut apprendre plein de choses, tu vois, et je peux partager donc c'est cool. Voilà. Sentiment partagé pour ma part. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui connaît très bien Antoine. On se connaît depuis longtemps sur Instagram. Bon, même si c'est la première fois qu'on se voit réel en vrai. C'est vrai, ça fait Ouais. au moins, franchement, au moins 6 ans qu'on se connaît, Ouais. on s'était jamais vu. Ouais. Il m'a dit viens faire un podcast, j'ai dit ok j'arrive. Et du coup, moi, ça me touche de la part pour parler de ça. Effectivement, moi, ces stories, je les trouve assez divertissantes sur le sujet, très intéressantes, très pédagogiques aussi. Ah ouais? Ouais, parce que moi, ça m'a aussi permis d'apprendre un peu sur la maladie. Moi, je la connaissais pas du tout. Même de nom, je crois que j'ai dû en entendre parler vite fait, mais Ok. pas plus que ça, quoi, tu vois. Et du coup, je pense que ça va être très intéressant, très pédagogue, très instructif pour moi et pour vous. Donc n'hésitez pas à en dire ce que vous en avez pensé de la vidéo à la fin. Les commentaires, c'est hyper important pour avoir du feedback. Et c'est bien aussi d'interagir avec vous, nous ça nous fait kiffer. Voilà. Ok? Ouais, petit disclaimer personnel, je ne vais pas avoir trop de filtres du coup, je vais dire les termes puisque si on parle de ça, il y a quand même des sujets à aborder qui sont peut-être pour certains, enfin que certaines personnes n'aiment pas forcément entendre, mais Ouais, bien sûr. on va l'aborder donc voilà, petit disclaimer quand même. Pas de soucis, pas de soucis. Bon, on commence? On commence, on y va. Ok, parfait. Alors, ça va être une forme d'interview. Je vais poser des questions que j'ai préparées dans ma tête et puis au fur et à mesure, ça permettra aussi de voir un peu le parcours d'Antoine de manière chronologique. Ok? Alors, Antoine, première question. Avant le diagnostic de la maladie, Mhm. quelle était ta vie en général? Ma vie en général c'était une vie de personne lambda on va dire quoi, enfin je travaille, j'allais travailler, j'avais une copine, on regardait des films, on allait au cinéma, je jouais du piano, je sortais avec les potes quoi, vie normale quoi, y a pas... La vie n'était pas vraiment impactée, ça me touchait quand même avant qu'on me le diagnostique, Ouais. sans que je le sache, je savais pas que c'était ça, j'allais juste aux toilettes me vider 4 fois par jour quoi, et je me disais bah peut-être je suis stressé. Mhm. On m'a toujours dit que j'étais anxieux, nerveux et que ça pouvait jouer sur mon système digestif etc. Ouais. Et du coup pour moi c'était... Enfin il y avait rien d'anormal quoi, mais voilà ma vie était vraiment le plus normal possible, un humain lambda quoi.
Voilà, avant le diagnostic, c'était comme ça. Ok, donc il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on t'a toujours dit que tu étais quelqu'un d'anxieux. Ouais. Toi, comment tu le ressentais? Est-ce que tu étais d'accord avec ce diagnostic-là quand les gens disaient ouais, bah, peut-être que c'est juste de l'anxiété, ou est-ce que tu sentais déjà qu'il y avait un truc qui allait pas? Faut savoir que l'anxiété, c'est un truc qui me suit depuis longtemps, depuis la naissance en fait, tout court. Et c'est pour ça que je suis nerveux, que des fois je parle vite, je pense que ça se ressent aussi un petit peu. C'est à cause de ça, et j'ai eu un trouble de l'anxiété au lycée, qui a fait que j'ai eu du mal à aller en cours en année de bac, j'ai fait une dépression, donc l'anxiété c'est vraiment un truc qui est en moi et que je peux pas renier quoi. Et au contraire, il faut l'accepter pour être plus fort quand on vit avec, donc c'est important. C'était quoi la question déjà? J'ai oublié les questions. Ah, j'ai oublié. Je sais plus c'était quoi. Donc la question que je t'avais posée, c'est justement, est-ce que toi tu sentais qu'il y avait une Ah. anxiété qui était présente, ou est-ce que tu sentais déjà à ce moment-là qu'il y avait un truc qui allait pas Oui. et que tu te doutais que... Ok, donc au début j'acceptais que c'était l'anxiété comme je disais. Mais en fait, donc j'allais chez le médecin qui me disait non mais c'est juste le stress, etc. T'inquiète pas. Je faisais un métier qui me stressait en fait beaucoup avant aussi. Et je sentais que ça me stressait. Donc j'étais convaincu aussi que c'était le stress en fait. Mais quand j'ai arrêté ce métier et que ça a continué, je me suis posé des questions. J'ai eu des symptômes différents de juste aller me vider 4 fois par jour. Et c'est là que je me suis dit que c'était autre chose que de l'anxiété. Donc je suis retourné consulter mon médecin pour avoir des examens approfondis parce que ça dépassait le simple stress en fait. D'accord. Ok. Très bonne réponse. Merci beaucoup. Non, c'est clair, concis. Bah justement, je lui dis ça parce qu'en fait, il pensait justement que pendant la vidéo, il allait peut-être parler de manière trop rapide et que ça allait être un peu compliqué à comprendre. Moi, je trouve pas. Bah je trouve pas non ça plus. va. Je prends sur moi, je me concentre de fou pour que Voilà. le cyberspace soit carré. Mais t'inquiète, mon gars, ici c'est la famille, rien. Ça va, ça va. Alors, deuxième question justement. Une fois qu'il y a eu ce diagnostic qui a été posé, déjà, comment toi tu vis le diagnostic? Comment les examens se passent, s'il y en a eu? Et quelle a été ta réaction ainsi que celle de ton entourage? Alors pour commencer, on m'avait fait un pré-diagnostic entre guillemets, parce que j'ai fait des prises de sang et mon médecin traitant m'a dit ouais, t'as ces symptômes là, ta prise de sang, t'as ces résultats là, c'est sûrement une maladie chronique comme Crohn ou comme la rectocolite hémorragique qui est un peu un dérivé de Crohn en fait. Et donc j'étais en mode ok, on me dit ça comme ça, mais je suis pas en mode oh je l'ai vraiment. C'est qu'une suspicion, je me dis tranquille. Quelques mois plus tard, du coup j'ai vu une gastro-entérologue, 4 mois plus tard, qui m'a fait une coloscopie et fibroscopie, du coup c'est caméra dans l'anus et pour aller dans les intestins vers le bas, et caméra dans la gorge pour aller dans les intestins vers le haut. Et donc c'est suite à ça, directement après, elle m'a montré des photos, puisqu'elle a pris des photos de mon intestin, etc. Et elle a argumenté sur pourquoi j'avais la maladie de Crohn, elle m'a expliqué comment ça allait se passer, etc. Donc là c'était vraiment le vrai diagnostic. Mes premiers rendez-vous médicaux étaient en mois de janvier 2025, j'ai vu la gastro-entérologue en avril 2025, je me suis fait diagnostiquer la maladie le 20 mai 2025. Et ma première réaction, dans le lit d'hôpital, en plus j'étais encore défoncé de l'anesthésie, elle m'a dit vous avez la maladie de Crohn. J'ai rigolé, je dis ça va, j'ai pas le cancer. Voilà. Okay. C'était ma réaction, parce que j'avais vraiment peur de ça au début. Du cancer, c'est une maladie qui me fait peur en vrai. Je suis un peu aussi, comment on dit, hypochondriaque. C'est hypochondriaque, pardon. Et je suis un peu comme ça, moins qu'avant, mais j'ai quand même peur un peu des maladies comme ça, et du coup j'avais vraiment la boule au ventre par rapport à ça. D'accord. Et quand j'ai su que je n'avais pas le cancer, j'ai soufflé un bon coup, je me suis dit ça, c'est que Crohn. Voilà. Est-ce que tu regardes ces paroles actuellement? Ah carrément, carrément. J'ai même un collègue qui a le cancer et qui m'a dit qu'il préférait avoir son cancer une fois qu'il sera guéri tranquille, tu vois, que d'avoir une maladie comme ça toute sa vie. Parce que du coup, bon, petite digression, mais la maladie de Crohn, ça peut se guérir ou pas? Tu peux être en rémission. En fait, on a des traitements. C'est compliqué. La gastro-entérologue m'a expliqué que moi, là, j'ai des traitements. Il se peut qu'à tout moment, le traitement, dans 10 ans, j'en ai plus besoin parce que je peux vivre sans. Ou il se peut que le traitement ne soit plus efficace puisque je développe les anticorps par rapport à celui-ci. D'accord. Et du coup, il faut que je change de traitement, etc. Mais il se peut qu'au bout d'un moment, je sois en rémission. Là, je suis en voie de guérison actuellement. Et après, je peux être en rémission, effectivement. Quand on parle de rémission, mec, à l'hôpital, là, je me suis dit, j'ai pas le cancer, mais on me parle comme si j'avais le cancer. Tu vois, rémission, c'est un terme que j'ai entendu que pour le cancer. Ah, c'est vrai que c'est un terme fort. Hein. Ouais, de fou. Et des fois, je réalise pas encore. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai juste une maladie où je vais aux toilettes et je me vide, quoi, tu vois. Mais après, ça a été plus loin quand même. Mais voilà. Et non, je regrette un peu ces paroles, ouais. Ok, je peux comprendre. Je te pose la question parce que c'est vrai que moi, j'en sais un peu plus sur la maladie d'Antoine que vous, ce qui est normal vu que vous découvrez durant la vidéo. Pour tout vous dire, Antoine, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de stories sur son compte, comme on l'a dit tout à l'heure. Je suis un Instagrammeur. C'est des stories privées après, donc ça compte pas, tu vois. Et sur sa story privée, il avait fait une longue story, je me souviens, où t'abordais un peu ça pour la première fois en public, j'avais l'impression, et où on a appris que t'avais la maladie, et tu mettais un peu toutes les étapes
Ouais. De cette maladie, comment elle est arrivée, comment je l'ai vécue, etc. Et moi, je me souviens justement dans les stories que t'expliquais que c'était très très compliqué au début. Carrément. Que là, ça va un peu mieux, mais qu'au début, c'était assez complexe. Justement, moi, je veux revenir sur ça. Et avec le lien justement que je fais par rapport au fait que tu dis regretter ces paroles. Par rapport à ça, comment se sont passés les premiers mois de la maladie? Si ça te dérange pas d'en parler, bien Ça me sûr. dérange pas, mais c'est. Et quelle a été la réaction de ton entourage, c'est-à-dire tes parents et toutes les personnes qui gravitent autour de ton entourage? Alors, faut savoir que la maladie, le premier vrai mois, je savais pas que je l'avais. Mais le premier vrai mois, je me vidais juste aux toilettes, quoi. Donc en vrai, voilà. Mais les premiers vrais mois après le diagnostic, ça a été compliqué. En fait, j'ai eu mon premier rendez-vous chez la gastro-entérologue en avril 2025. Ouais. Et jusque-là, en vrai, vraiment, mes symptômes, c'était juste aller me vider. Mhm. Et des fois, c'était précipité. En fait, quand t'as envie, tu peux pas te retenir. Quand t'as envie, c'est faut que tu cours aux toilettes, sinon c'est caca culotte, quoi. Tu vois, tu peux pas te retenir, c'est impossible. Et c'était juste ça. Et entre le moment où j'ai vu la gastro en avril et qu'elle m'a dit qu'elle allait m'hospitaliser en mai, grosse chute de fou. Là, j'ai commencé à perdre mon énergie. Pourtant, je suis quelqu'un de très dynamique. C'est en moi, je suis un peu une pile électrique, etc. Et je commençais à perdre de l'énergie. J'avais tout le temps des frissons, tout le temps froid, je me sentais faible. Au travail, mes collègues ils me regardaient, ils étaient un peu des fois en mode faut qu'on fasse gaffe, tu vois, parce que je portais des cartons, des fois je commence à tomber avec les cartons et tout. Des cartons de merde, hein, des cartons avec des appareils à Panini, quoi. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Pour tout vous dire, il me semble, parce qu'on l'a pas dit, toi à ce moment-là tu travaillais dans le commerce. Ouais, je suis dans le commerce, je suis à électrodépôt, donc le commerce électroménager, donc je touche à tout, frigo, machine à laver, etc. Et pour un mec comme moi qui est habitué à tirer des frigos, des machines qui pèsent 75 kg, etc., galérer avec un appareil à Panini, c'est quand même compliqué. Donc ça, je le vivais mal. Et c'est avant mon hospitalisation pour me le diagnostiquer qu'on m'a appelé du coup au travail. C'est le laboratoire médical qui m'a appelé suite à des prises de sang qui sont vraiment pas bonnes. Et on m'a dit qu'il fallait que j'arrête un peu, en gros, que c'est inquiétant. Ils me demandaient pourquoi je me faisais faire des prises de sang, etc. Donc j'ai expliqué. Donc j'ai dû me mettre en arrêt maladie. Et ça me faisait beaucoup chier parce qu'en fait c'était vraiment Électrodépôt, c'est l'entreprise qui me correspond. Vraiment, c'est mon coup de foudre professionnel. Et moi, je fais partie de ceux qui sont. Si je suis bien au travail, je suis bien chez moi, et inversement. Et du coup, bah là, c'est vraiment coup dur pour moi. Donc, coup dur par rapport à ça, mais je relativise parce que, comme je vous ai dit avant, j'ai pas le cancer. Ensuite, alors, d'ailleurs aussi, le diagnostic, j'avais un produit à boire avant, Ok. la veille au soir. Je crois que j'ai dû commencer à 16h. À 16h, je bois le produit. Et après, je dois boire 1 litre d'eau et demi en 1h30, donc jusqu'à 17h30, c'est-à-dire 25 centilitres tous les quarts d'heure, je crois, un truc comme ça. Au début, je buvais les verres d'eau et je disais tranquille, l'eau en plus c'est bon. Mais mec, au bout d'un moment, ça gonfle ton ventre et tout. C'était horrible. Et en fait, du coup, c'est un truc fait pour te vider. Te vider et vraiment nettoyer les intestins avant l'examen. Et entre 16h et 17h30, j'ai pas été aux toilettes. Donc j'accumulais toute ma haine intestinale en fait, tu vois. Ah, ok, ouais. Et après, j'ai dû le refaire le soir à 22h, je crois. Et il y avait ma copine qui était rentrée du travail à ce moment-là et tout. Et là, mon gars, je faisais que d'aller aux toilettes, ça s'arrêtait pas. Et en fait, comme j'étais aussi touché, on en parlera peut-être plus tard, mais j'étais aussi touché à l'anus par la maladie, ça me faisait tellement mal. Et à un moment, je suis sorti des toilettes et je suis tombé. Parce que je tenais plus debout tellement j'avais mal à l'anus. Je suis tombé, je pleurais et tout. Je sais même pas comment je faisais pour résister, mais ça faisait vraiment hyper mal avant l'examen. Je saignais aussi quand je me vidais. À un moment, j'ai même vomi en même temps que je me vidais sur le toilette. L'horreur. Donc ça, c'était dur aussi à vivre. Et après, du coup, après l'examen, j'ai eu de la cortisone. La cortisone, c'est quand même un truc qui est fort. C'est pour l'eczéma en crème, etc. Donc c'est pour des pathologies fortes. Et je me suis senti quand même un peu mieux. J'ai vu quelques légers changements à ce moment-là. J'ai repris le travail en me disant que ça va aller. J'ai failli faire un malaise. Je suis reparti en arrêt. Et en vrai, je me suis dit, vas-y, premier mois, c'est tranquille. En vrai, le premier mois, je suis chez moi, c'est un peu des vacances finalement. Ça faisait 8 mois que je me donnais dans ma société, que je tirais les frigos, que je m'épuisais. Là, je jouais tous les jours à l'ordinateur. Ma copine, elle faisait 8h-20h, c'était des vacances de fou, tu vois. Tes parents, ils ont réagi comment par rapport à ça? Mes parents, ils étaient. Ma mère, elle est fort anxieuse, je tiens tout ça d'elle. Ouais. Donc, elle était inquiète. Inquiète de mon état, elle m'appelait tous les jours pour savoir comment j'allais, pour savoir si ça allait mieux, si je me sentais mieux. Quand je ne savais plus me lever, parce que j'ai perdu beaucoup de poids aussi avec la maladie dans ces premiers mois, j'ai perdu près de 10 kilos à peu près, donc je tenais plus debout, des fois j'avais plus d'énergie, plus de poids. Et elle m'appelait, elle me disait ça va, je dis bah je suis dans le canapé, j'arrive pas à me lever quoi. Et j'étais mort. Elle me disait bah écoute, je passe à l'appartement, je vais faire ta lessive, je vais te prendre le linge, etc. Donc vraiment ma mère était très présente. Mon père il a pas vraiment montré de présence, mais je pense qu'il s'inquiétait aussi. Et une fois on a dîné avec des amis, et il a parlé de moi à côté de moi, et ça m'a surpris, ça m'a fait un peu chaud au cœur aussi. Il m'a dit t'imagines,
moi je fume, etc. J'ai bu de l'alcool quand j'étais jeune, j'ai fait des conneries, et je vais très bien. Et mon fils qui ne fume pas, ne boit pas, fait du sport, fait rien de mal, il a une maladie quoi, tu vois. Est-ce que, est-ce que tu penses que ton père il a pas eu un léger sentiment de culpabilité envers ça? En se disant, purée, moi j'ai fait beaucoup d'excès en tant que père, en tant que personne un peu plus âgée, et c'est moi qui suis en bonne santé, tandis que mon fils qui lui a une vie plutôt saine, plutôt dynamique, etc., et qui a entre guillemets rien demandé, c'est lui qui chope cette maladie. Est-ce qu'il s'est pas mis un peu, tu sais, en mode posture de parent, de se dire ah c'est moi qui devrais prendre ça et pas mon fils qui devrait souffrir? Alors, dans le propos que je t'ai dit justement, quand tu en as parlé à des amis, c'est ce que j'ai un peu ressenti, mais mon père, sinon, j'en ai pas vraiment parlé avec lui. En vrai de vrai. Parce que t'as du mal à en parler avec lui? Non, parce que mon père, c'est quelqu'un qui. C'est pas qu'il est pas ouvert à la discussion, mais mon père, il laisse rien transparaître. Ouais, ok. Et mon père, il est très simplé. C'est ainsi va la vie, comme mon père. Ouais. C'est, tu vois, c'est vraiment un daron. Ça, c'est des papas, ça. Ouais, c'est le daron. Voilà, il fait. Quand je le regarde, on dirait qu'il en a rien à foutre de tout, mais. Alors que c'est pas du tout le cas, évidemment. C'est ça, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop discuté avec elle. Mais ma mère me disait quand même que des fois mon père s'inquiétait quand même. Elle me le disait parce qu'elle le ressentait. Moi je vivais plus chez mes parents, donc celle qui vivait avec, qui vivait le truc aussi avec lui, que moi je ne vivais pas. Mais en vrai, je pense qu'il s'inquiétait quand même. Après la culpabilité, peut-être qu'il l'a eu, je pourrais pas l'affirmer, mais je pense quand même un petit peu. D'accord. C'est intéressant de voir un peu le point de vue des parents. Et moi ça me choque pas justement que tu me dis ça, parce que j'ai l'impression que les pères ils laissent moins transparaître les émotions que les mamans qui ont un lien peut-être un peu plus fort à ce niveau-là, tu vois. Donc ok, ça marche. Et justement, je veux rebondir sur un truc. T'as dit justement que là où tu travaillais avant, je sais pas si tu travailles toujours là-bas. Je travaille toujours à l'électrodépôt. Ok, tu travailles toujours à l'électrodépôt. Donc là où tu travaillais, où tu travailles toujours du coup, t'avais dit que les collègues ils sentaient des fois qu'il y a des trucs que tu pouvais plus faire. Comment t'as ressenti ce truc-là? Est-ce que t'avais l'impression qu'on prenait un peu en pitié, ou tu trouvais ça un peu mignon et intentionné que tes collègues ils fassent l'effort un peu de te ménager? Mignon et intentionné, parce que je le sentais moi-même. En fait, je voulais continuer à tirer du joueur, ça me permettait de me rassurer et de me dire voilà, j'ai un problème, mais si je peux encore tirer un frigo, mec, ça va, tu vois. Ouais. Et plus ça venait, plus les frigos, j'avais du mal à les tirer. Ouais. Mais je le faisais quand même parce que ouais, je suis un battant, j'ai une conscience professionnelle, etc. Et moi j'aime bien faire ça, en plus j'adore ça, ça me permet de me dépenser. Et me dépenser comme ça me permet de me sentir vivre en fait. Donc j'adore ça. Mais il m'engueulait. Non tu portes pas ça, ils appelaient mon chef, Benjamin, Antoine il porte ça. Enfin que je me faisais engueuler et tout, hein, quand je portais des trucs et tout, machin. Avant je faisais toujours les tâches les plus physiques, même si j'ai pas le meilleur physique du magasin, mais je pense que dans le magasin, je suis une des personnes avec le plus d'énergie. Vous le voyez pas hein, sur la vidéo, mais moi je vous dis, il est très musclé le bonhomme. Il est très musclé le bonhomme. C'est pas vrai. Ça se voit que ça s'entraîne avec Aurelio, ça. Il fut un temps, je suis avec lui, là j'ai plus, mais ça va revenir bientôt. Transformation physique bientôt. Mais ouais, j'avais plus d'énergie, donc même si j'ai pas forcément la plus grande force, j'avais tout le temps de l'énergie à revendre, donc ça va, tu vois. Mais ouais, donc ils étaient super intentionnés, je me faisais engueuler, ils portaient les trucs à ma place, on faisait ce qu'on appelle un transfert de charge. Même quand j'étais avec un client et qu'il fallait descendre un sèche-linge par exemple, et ben, je devais appeler mes collègues, ils me disaient tu nous appelles, on va le faire pour toi, mais si on est occupé, on vient, on le fait, tu vois. J'ai vraiment, je vous le dis, j'ai les meilleurs collègues du monde, c'est une entreprise où j'ai été recruté pour le savoir-être et pas le savoir-faire, ils m'ont toujours dit le savoir-faire ça s'apprend, le savoir-être non, et j'ai été recruté pour ça, et tous les jours ils me prouvent que je suis là pour le savoir-être, et que eux aussi, ils sont remplis de bienveillance, de compassion, ils m'ont été à l'écoute, ils m'ont aidé, ils ont pris mes nouvelles quand ça n'allait pas, quand j'étais en arrêt, parce que j'étais quand même en arrêt pendant 5 mois, ils venaient chez moi et tout, tu vois, enfin, je me suis même confié beaucoup personnellement à mon chef, beaucoup de fois j'ai pleuré dans son bureau, et il a été là à me réconforter, à me motiver, à me dire écoute mec, la vie c'est pas fini, il faut se battre et tout, et ça m'a beaucoup aidé, et je serai éternellement reconnaissant envers ces personnes, même si je sais que pour tout le monde le milieu professionnel c'est juste vraiment le travail. Tu viens, tu bosses et tu rentres chez toi et c'est tout. Moi c'est pas comme ça que je le vis, et je pense que mes collègues non plus, et voilà. Si jamais un de mes collègues passe par là, je vous remercie. Voilà. Bah tu leur montreras la vidéo de toute façon. Ah je sais pas, je serais peut-être un peu gêné, tu vois. Je serais peut-être un peu gêné de dire voilà les gars, je fais un petit podcast, je sais pas, mais on verra. Bah pourquoi pas en vrai. Bah je partagerai sur Insta et j'ai des collègues sur Insta, donc peut-être parce qu'ils vont que regarder. moi je pense que ça leur ferait plaisir aussi d'entendre ça, parce que je pense que c'est des choses qu'on peut pas dire en face, tu vois. Genre moi j'aurais du mal à dire en face à mes collègues ouais merci pour ça. Parce que tu sais nous on est... Des frères Rachel, on est des frères Rachel nous. On est des hommes, tu sais. Non je rigole, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont un peu du mal à extérioriser leurs sentiments. Moi j'en fais partie personnellement. Moi non, j'ai pas de problème de parler avec les gens, à dire ce que je pense des gens.
Parce que je pense que être sincère avec les gens, quand ça va pas, ça peut les aider justement à les pousser vers le haut en leur disant qu'ils font un truc mal ou qu'il y a un truc qui va pas. Et quand ça va bien, ça gratifie les gens de ceux qu'ils ont été avec toi, tu vois. Non, bien sûr. Donc moi j'ai pas eu de problème à remercier ceux qui m'ont apporté mes formations quand j'étais accepté en CDI. J'ai pas eu de problème à leur dire merci pour ma maladie, etc. Des fois je m'excuse, même beaucoup. Ils me disent t'excuses pas de ne pas porter, c'est normal, etc. Moi j'ai pas de problème avec ça, j'ai même fait un post LinkedIn. Je suis sur LinkedIn, branchez-vous LinkedIn les gars, c'est l'avenir. Je me désolidarise complètement de cette take, moi je vous le dis, je me désolidarise. Non mais t'inquiète. Et j'ai fait un post LinkedIn avec mes... En fait dans le magasin on a un directeur, on a des directeurs adjoints. J'ai pris une photo avec eux, j'ai fait un post pour remercier toutes ces personnes, pour retracer un peu l'impact professionnel qu'a eu ma maladie et remercier mes encadrants et mes collègues. Parce qu'ils le méritent et tout. Et... Ok. Voilà. Alors moi je trouve ça cool. Parce que c'est vrai que, et tu l'as très bien pointé, c'est qu'en général, dans le monde professionnel, on n'a pas forcément tous des liens aussi forts avec nos collègues. Tu vois, moi, je sais que dans les différents lieux mes lieux de taf que j'effectue avant, je sais que j'avais pas forcément toujours des liens. Moi, ça s'est toujours très bien passé avec mes collègues, ça c'est vrai, mais je me verrais pas personnellement parler de ce genre de soucis-là en profondeur avec les collègues que j'avais avant. Okay. Mais je comprends parce que du coup je pense que vu comment t'en parles c'est limite une seconde famille pour toi. Bah en vrai c'est ça, je passe 35 heures par semaine avec eux, parfois 42, on fait des grosses journées, donc ouais je suis quand même très souvent avec eux. Ils ont vécu la maladie avec moi aussi en vérité, en vrai de vrai, parce que quand j'étais pas bien, ceux qui me relevaient un petit peu, c'est mon directeur qui m'a pris dans son bureau, quand en fait quand j'ai eu mes résultats de prise de sang, quand on m'a dit mec il faut que t'arrêtes, je me suis effondré en larmes dans le rayon en fait, ça me dépassait. Et c'est le directeur qui m'a pris dans le bureau, qui a discuté avec moi, il m'a dit un truc, je retiendrai toute ma vie, je voulais pas mettre en arrêt maladie, parce que pour moi l'arrêt maladie, c'est un peu mal vu, tu vois, etc. Et il m'a dit que penser ça c'était manquer de maturité, que la vraie maturité c'est de se dire que là, je dépasse mes limites et qu'il faut que j'arrête pour mon bien. Il m'a dit moi c'est ça que j'attends de toi, c'est cette maturité là, de venir me dire et de dire écoute, je me mets en arrêt maladie parce que je ne vais pas bien, je vais prendre soin de moi, guérir, et je reviens à telle date. Et ça part. Voilà, il m'a dit c'est ça la maturité. Il m'a dit c'est pas parce que tu te mets en arrêt que tu seras mal vu ou qu'on va te juger. Et voilà, et ils m'ont accompagné pendant mon arrêt maladie, etc. Donc tu vois, c'est vraiment. C'est pour ça que j'ai un lien fort avec eux en fait. D'accord. Voilà, c'est que de la bienveillance, c'est des amours, c'est des humains finalement. Alors qu'en général dans le commerce, les gens, t'es un chiffre et tu te tais et tu passes tes palettes et c'est tout quoi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ouais, ça. C'est un côté qui est fort intéressant et ça pour le coup c'est un côté que moi j'avais pas eu dans tes stories, t'en avais pas parlé. Ah ouais. Non j'en parle pas tant que ça du travail tu vois mais... Non mais c'est intéressant, au moins ça sert à ça le podcast, ça sert aussi à apprendre des choses sur des personnes qu'on pense connaître mais au final on connaît pas tout, ce qui est logique, ce qui est normal. Ok, parfait. Alors prochaine question, moi c'est une question aussi que... C'est une des premières questions qui m'est venue en tête quand j'ai pensé à t'inviter sur le podcast, c'est justement comment... sur le long terme, tu as réussi à supporter la maladie au niveau mental. Wow, c'était dur de fou. Grosse question ça. C'était dur de fou, en fait je pense que c'était l'entourage. Okay. L'entourage et les passions dans lesquelles je me suis renfermé aussi. J'avais ma copine qui était avec moi, qui me cuisinait des bons plats, qui s'est adaptée aussi à ce que je pouvais manger ou ne pas manger. Elle m'accompagnait à l'hôpital. Il faut savoir que l'hôpital c'est ma phobie. Voilà, ma phobie c'est l'hôpital. Vous me mettez dans un hôpital, même si je viens juste comme ça et que j'ai pas de problème, je suis en transe. Ça me met mal de fou. Et donc elle m'accompagnait tout le temps pour me rassurer, etc. Donc j'ai vraiment été soutenu. Mes amis venaient me voir, on faisait des activités, etc. quand je le pouvais. Mes passions, comme j'ai dit, je me suis enfermé dans les jeux vidéo, avec des amis. J'ai ouvert des cartes Pokémon à gogo et ça me faisait du bien. Ça me procurait de l'adrénaline que je n'avais plus. Donc je pense que c'est vraiment un ensemble de tout ça qui m'a permis de tenir, même si mentalement, franchement, c'était dur. Parce que... même si on m'a diagnostiqué la maladie au mois de mai, en fait tout le mois de juin, juillet, je me suis senti mourir en fait. Même si j'ai eu des traitements au début, de la cantine, etc., mon état il s'améliorait, mais de ça, alors qu'il devait s'améliorer de ça quoi, tu vois. Et il y a des fois où je me sentais vraiment mourir, je tombais par terre et tout, c'était très dur. Mais c'est l'ensemble de tout qui m'a permis de tenir, c'est le soutien de tout le monde. Et même tu vois, partager mes stories aussi ça m'a aidé. Ouais. Parce que même s'il n'y a pas tout le monde qui réagissait parmi ceux qui sont dans les stories privées, etc., il y en a quand même qui le faisaient, toi aussi des fois tu le faisais tout, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché, il y a des messages qui m'ont vraiment fait du bien. Et même si je parlais tout seul face à une caméra, j'avais l'impression que j'étais pas si seul que ça. Et ça aussi ça me permettait
de tenir, je me suis fait des kiffs, je me suis acheté ma voiture. Pareil, je me suis acheté ma voiture au moment où j'étais malade et en arrêt maladie. Pire erreur, ne faites jamais ça, hein, je vous le dis. Conseil de mec malade, ne vous achetez jamais une voiture en étant en arrêt maladie, c'est la merde après. Pourquoi? Mec, les finances, mon gars, ça m'a causé des problèmes de fou. Ah, ok. Ah mec, en fait, l'arrêt maladie, ça m'a... Je me suis mangé une claque dans la gueule. Hein. Je pensais pas que ça se passait comme ça les arrêts maladie et j'ai été choqué. Hein. La vie m'a choqué. Quoi, c'est au niveau. Financier. Ah, mais je te dire au niveau. Parce que arrêt maladie, tu touches une rente, c'est ça? Genre, t'es quand même indemnisé? Ouais, mais alors, je vais parler un peu ouvertement, mais de base, j'ai gagné entre 1006 et 2000 euros par mois avec le travail. Et en fait, l'arrêt maladie te payait la moitié et la société l'autre moitié. Mais au salaire de base, moi, le salaire dont je vous ai parlé, c'est avec des primes. Et donc, j'étais sur 1300 euros qui me payaient en fait. Donc, déjà, ça baisse un petit peu le salaire, de 300 euros quand même. Et après, au bout de 3 mois, ce que je ne savais pas, c'est que la société ne te paye plus. Et c'est que la sécurité sociale qui va te payer. Et t'étais pas au courant? Et j'étais pas au courant. Et t'as acheté ta voiture avant d'être au courant? Exactement. Ah ouais. Exactement. Ok. Et donc, ouais, à la fin du mois de juillet, donc j'ai acheté ma voiture fin juin. Et à la fin du mois de juillet, je me suis dit tranquille, je touche mon petit 1300-1400 euros par mois et tout machin. Et à la fin du mois de juillet, je me retrouve avec 700 euros quoi. Donc ça fait mal. Il y a des fois où je t'ai payé à 1100, des fois à 900. En plus, ils payent toutes les 2 semaines. Ils te payent pas genre à la fin du mois, la sécurité sociale, ils te payent pas genre 1200 euros à la fin du mois. C'est genre t'as 400 euros le premier du mois, 300 euros 2 semaines après, puis 200 euros la semaine d'après, tu vois. Donc c'est hyper compliqué aussi pour gérer les comptes, pour faire les courses toutes les semaines, etc. Donc c'était vraiment une galère de fou. Et quand je suis revenu au travail, donc je suis revenu le 1er septembre, et en fait nos payes au magasin elles sont décalées. Donc ce que je fais en août, on me paye en septembre. Et ce que je fais en septembre, on me paye en octobre. Mais comme je reviens d'un arrêt maladie, je me suis dit, est-ce qu'ils me paieraient pas en septembre, mais sans prime, genre juste 1200 euros quoi. Un salaire comme ça? Non, j'ai encore touché ce qu'on appelle la prévoyance. C'est un truc qui t'aide pendant l'arrêt maladie. À la fin du mois de septembre, j'ai eu 200 euros de salaire. Et à ce moment-là, il me restait 50 euros sur mon compte courant, 50 euros sur mes livrets, et j'avais 850 euros de charge. N'achetez pas de voiture en arrêt maladie, c'est important. Prévention. Conclusion, ne faites pas les malins. Voilà, c'est ça, ne faites pas les malins. Ne soyez pas cons comme moi. Ne faites pas les malins dans la France de Macron. Voilà, surtout pas, hein, vraiment, surtout pas. Eh ouais. Ok, ok. Ça je savais pas pour le coup. Ah mec, ça a eu des conséquences, ça a eu des conséquences physiques la maladie. Ça a eu des conséquences personnelles. On parle de ma copine depuis tout à l'heure, mais en partie à cause de ça, je ne suis plus avec elle. On va pas trop rentrer dans les détails parce que là c'est un peu la vie personnelle et privée. C'est ça, exactement. Mais j'aurais pu changer ces choses-là. C'est aussi beaucoup de ma faute. Hein. Et conséquence aussi financière. Après j'ai aussi fait le con. Sans indiscrétion, je me suis renfermé dans les jeux vidéo. Et je ne pensais pas que du coup pareil que l'arrêt maladie ça allait me retirer autant d'argent. Je m'étais fait une très bonne paye en mai avant de partir en congé. J'ai claqué 900 balles dans un jeu vidéo. Je me rendais pas forcément compte. Comme je... 900 balles dans un jeu vidéo? Ouais. Lequel? Sujet sensible ça hein. Marvel, Tournoi des Champions, un jeu mobile éclaté au sol. Ah ok d'accord. Et le jeu en fait il est éclaté, je vous le dis. Hein. Okay. Il pue la merde le jeu, mais en fait je jouais qu'à ça. Et comme je voulais avancer plus vite, avoir de l'énergie un peu, c'est un peu comme des gemmes dans tout ce qui est Clash Royale, tout ça. Ben je payais. Il y avait des packs intéressants en plus, c'était les packs Summer, je sais pas quoi, machin et tout pour l'été. Et en fait je prenais un pack à 25 euros, je me disais vas-y, j'ai tel montant sur mon compte, 25 euros c'est rien, tu vois. Ah, un pack à 125, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, allez, on prend, tu vois. En vrai, 125 plus 25, ça fait quoi? Ça fait 150. Sur tel montant sur mon compte, ça va. En fait, je cliquais, et après, quand j'ai vu qu'il me manquait 900 euros sur mon compte, je me suis dit, oh putain. Et après, boum, les payes à 700 euros, boum, la paye à 200 euros fin septembre. Voilà. Donc c'était compliqué. C'est pour ça que j'ai eu des conséquences bien au-delà du physique, quoi. Ok, je capte. Je capte ce que tu veux dire, du coup. Ok. Et donc ça rendait le combat mental encore plus dur. Puisque quand je suis revenu au travail et que je vois que ça se passait bien avec mes traitements, je me suis dit putain, c'est fini. Ça y est les gars, la galère elle est finie enfin. Fin septembre, 200 balles de paye. Boum, nouveau problème sur la tête. Quand c'est plus, soit ça me touche plus physiquement, ça me touche sur le mental et sur les finances quoi. C'est compliqué, de fou. Ouais, en fait je pense, je vais un peu recontextualiser et resynthétiser ce qu'il vient de dire. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu... Non, en fait c'est juste pour te montrer si j'ai bien compris, moi en fait. Ouais, ok, ça roule. Si je comprends bien, la maladie initiale qui est la maladie de Crohn t'a amené à, contre ton gré, t'orienter vers de nouvelles addictions qui sont par exemple les achats compulsifs, les jeux vidéo
et aussi un peu t'isoler un peu plus. C'est ça, bah ouais, carrément. Ok. C'est juste pour savoir si j'ai bien compris. J'étais tout le temps chez moi en arrêt maladie. Mes potes ne pouvaient pas non plus tout le temps être là parce que ils ont un travail aussi, ils ont une vie de famille aussi, etc. Donc oui, j'étais forcément plus isolé. Après, je pense que j'aurais pu me contrôler aussi, quoi. J'ai fait des grosses erreurs et je m'en voudrais toute ma vie, mais bon, faut être pris pour être appris, comme on dit. Donc maintenant, je sais que je ne les referai plus. Puis voilà, quoi. Ok. Prochaine question. Actuellement, comment tu vis avec la maladie? Comment tu perçois cette maladie? Et comment tu envisages la suite? Comment je vis avec cette maladie? Bien, avec des défauts, puisque maintenant je vais mieux. J'ai des traitements, mais quand je prends ces traitements, j'ai la gerbe. Mais vraiment, tu peux pas t'imaginer à quel point en fait je prends des piqûres. J'ai commencé mon traitement en intraveineuse, en perfusion à l'hôpital. Donc on me perfusait, on m'injectait un produit pendant 2 heures et tout. Maintenant, j'ai ce qu'on appelle des stylos, donc c'est genre des piqûres qui font ça de taille, je pense, et que je m'injecte moi-même dans la cuisse pour aller mieux. Il y en a une que je fais toutes les 2 semaines pendant 6 mois. Non, toutes les semaines pendant 6 mois, pardon, elle se termine en janvier. Okay. Et une qui est mon traitement principal, que je fais toutes les 2 semaines. Celle que je fais une fois par semaine pendant 6 mois, c'est pour m'empêcher de développer des anticorps pour le traitement principal. Mais ces piqûres-là, juste quand je vois les stylos, ça me donne des nausées, mais de fou. J'ai jamais eu des nausées comme ça. Vraiment, ça me donne vraiment la gerbe à mort. Quand je sens le spray, je mets du spray désinfectant. Quand je sens ça, c'est horrible. Et quand je fais mes piqûres, les nausées, c'est des effets aussi secondaires. Et des fois, je mange des trucs et l'impression que je vais vomir. Je ne vomis pas, mais c'est une impression. Et c'est horrible. Donc vivre avec ça, c'est un peu compliqué avec le traitement. Et mentalement, du coup, parce que ça c'est physique, du coup physiquement je vais mieux, je recours maintenant, je mets des stories, je fais des 10 km, je me régale, je suis très content, je suis fier de moi parce qu'avant je faisais plus ça. Et ça fait un moment que je voulais recourir. J'ai repris le travail, ça se passe très bien et tout aussi physiquement, donc ça je suis vraiment content, j'ai repris du poids. Là j'ai un rendez-vous à l'hôpital mardi pour savoir si je peux reprendre la musculation. Aurélio, on se revoit bientôt. Voilà, et j'espère. Mais ça a eu des conséquences mentales qui sont encore présentes. J'ai vécu des choses que j'aurais espéré ne pas vivre. La perte de ma copine, elle n'est pas morte, je suis plus avec. Quand je dis la perte, c'est ça, on s'est séparés. Et je sais qu'avec des si, on refait le monde. Mais si je n'avais pas eu cette maladie, et que je n'avais pas été dans cet état-là, et que ma copine n'avait pas des conditions aussi de son côté, et qu'ils ont fait qu'on s'est senti très mal à ce moment-là, on serait encore ensemble aujourd'hui. Je pensais pas que j'allais perdre autant d'argent et me retrouver dans une merde dans laquelle je ne pensais jamais me retrouver. Et j'ai été suivi par une psychologue. Parce que forcément j'allais mal, il fallait aussi que j'extériorise, j'en ai pas parlé, mais ça aussi ça m'avait aidé au début à surmonter un peu le truc. Ça t'a aidé d'avoir un suivi psychologique? Ouais, parce que cette psychologue, faut savoir qu'elle me suit depuis que j'ai 11-12 ans, un truc comme ça. Avant j'avais des problèmes de comportement, parfois violents. Violence man, tu connais? Alors on l'a dit, Nabil on avait raison, ou pas? C'est ça, voilà. Et après j'ai eu mon trouble de l'anxiété, donc elle m'a suivi au lycée pour ça. Quand j'étais commercial dans la rénovation énergétique, avant de partir à l'électrodépôt, c'est elle qui m'a suivi pour m'aider à faire mon choix parce que mes échecs professionnels avaient des conséquences sur ma vie amoureuse. Donc pareil, pour éviter ça, j'étais voir la psychologue pour être guidé. Et là, mon gars, donc, au début ça m'a aidé, mais après j'ai vécu un vrai trauma. Tu vois, sur Twitter, ceux qui parlent des traumas, je suis allé psychologue et tout, moi j'étais en mode vas-y, tu vois. Ouais. Mec, j'en ai vécu un, je suis choqué. Hein. Tu peux en parler ou pas? Je peux en parler. Je tairai le nom de cette personne, je tairai la ville et tout ça, tu vois, mais en fait, cette psychologue, en plus, elle est très bien de base, elle est vraiment très bien. Et fin août, on se fait suivre avec ma copine, mais justement pour que notre couple, on traverse mieux la phase de la maladie en couple en fait. Et donc elle nous donne des trucs et tout ça, on a des trucs à faire, des contrats thérapeutiques, ça s'appelle, tu vois, on doit écrire dans des cahiers, chacun de notre côté, comment on sent, comment on vit les trucs et tout. Et le jour, notre rendez-vous pour regarder ça et pour voir si notre relation s'améliore par rapport à tout ce qu'on vit, bah c'est ce jour-là où j'apprends que je touche que 200 € à la fin du mois. Que du coup j'ai que 50 € sur mon compte, que j'ai 850 € de charge, tu vois. Donc là c'est le coup dur. Je vais au magasin voir mon directeur pour savoir si c'est vraiment ça qui s'est passé. Il me dit quoi, et là je sors du magasin et je pleure, mec, je pleure parce que je me dis putain mais qu'est-ce qui m'arrive quoi. Je pensais m'être enfin sorti de ça et c'est pas le cas. Et j'étais avec ma copine à ce moment-là qui était en colère. Et ce qui est normal, ce qui est totalement normal et je pourrais jamais lui en vouloir de ça, tu vois. Et donc mec je pleure et tout, on rentre à l'appartement et je lui dis écoute je vais revendre ma voiture. Je vais aller la rendre, je l'ai eu il y a 2 mois mais je vais la rendre. Et tant pis, j'irai travailler en vélo ou à pied, je m'en fous. S'il faut marcher 1h30, je marcherai 1h30. J'assume mes erreurs quoi, comme un homme et c'est tout quoi. Mes éditions Spider-Man, je voulais qu'elle les poste sur Vinted pour les vendre. Elle a refusé. Parce que tu sais que c'est des trucs qui me tiennent à cœur, c'est des trucs avec. C'est émotionnel en fait. Faut savoir qu'il a un lien assez particulier avec le personnage de Spider-Man. Voilà. Ouais, voilà. Non, mais en vrai, c'est vrai. Et elle m'a dit non et tout machin. Donc moi j'ai voulu rendre ma voiture. Et le soir même, on allait chez cette psychologue du coup.
On arrive là-bas, forcément on tire un peu la gueule, parce que il nous arrive un truc de con quoi en fait, hein, à cause de moi. Et elle dit bah alors qu'est-ce qui se passe, vous tirez la gueule, qu'est-ce qui va pas et tout machin. Et là je commence à pleurer, je lui dis j'ai fait de la merde avec mon argent, j'ai fait n'importe quoi, je m'en veux et tout. Je lui explique que j'ai plus rien de côté, etc. Donc on commence à discuter de tout ça. Je me suis aussi pris l'iPhone 16 Pro que tu vois là. Mon téléphone, C'est l'iPhone 16 Pro qui filme le podcast actuellement, Voilà. donc vous allez voir une différence avec les 2 premiers épisodes, voilà. je me le suis pris en crédit parce que justement à ce moment-là, comme mes finances étaient un peu compliquées, j'ai fait un crédit. Et parce que mon iPhone 13 était en train de mourir, mec. Il chauffait, il s'éteignait, il se rallumait plus pendant 20 minutes, tu vois. C'est quoi? Le 13 que j'avais. Ah, ok. Ouais, donc je l'ai échangé en fait, du coup, parce qu'il était vraiment en train de mourir, quoi. Et donc j'ai fait un crédit pour ça. Donc j'avais ça en plus, et en fait, elle a commencé à débattre avec moi sur pourquoi il faut pas s'acheter un iPhone. Mais Devant la psychologue? ouais, pas ma copine, c'est la psychologue qui débattait avec moi. Et devant ta copine? Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Et on est jeune, on sait que maintenant les téléphones, on a nos données dedans, tu vois, tout est chez Apple. Tu vois, si demain je prends Android, ça va être compliqué de retrouver tout ce que j'avais sur l'iPhone, tu vois. Ah, bien sûr. Et ça, elle voulait pas l'entendre. Et en fait, du coup, ça a commencé un peu à me saouler parce qu'elle voulait me donner tort sur un sujet où peut-être j'ai eu tort d'acheter l'iPhone, effectivement, mais je suis chez Apple maintenant depuis 10 ans, tu vois. Faut que je reste chez Apple, c'est logique. Enfin, moi, ça me paraît logique en tout cas. Donc, elle commencera un peu à me chauffer, tu vois. Et, mais je disais rien parce que je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent pas, je suis très respectueux, je n'aime pas le conflit. Donc, quand il y a un conflit, je préfère ne pas me disputer. Pas me battre ou quoi, parce que je préfère quand on est plus posé, quand on est plus calme et qu'on puisse discuter. Je suis quelqu'un de pacifiste. Ouais, les deux ça marche. Les deux ça marche, Ouais. voilà, je suis quelqu'un comme ça et j'aime pas le conflit. Donc là, elle commence à me chauffer, mais je disais rien, tu vois. Et après, on parlait du fait que je voulais revendre ma voiture pour gérer ce problème. Et elle a dit, en gros, je résume, hein, c'est vraiment grosso merdo, elle a dit que revendre ma voiture était une réaction de gamin égoïste et immature. La psy? Ouais. Waouh. Ouais. Ah ouais, quand même. Donc, ok, pourquoi pas. Donc là, elle commence un peu à me chauffer aussi, tu vois. Et en fait, ma copine, je sais pas pourquoi elle a dit ça. Enfin, mon ex-copine, du coup, faut que je m'habitue à dire ça aussi maintenant parce que c'est récent. Ah, bien sûr. Mon ex-copine, je sais pas pourquoi elle a dit ça parce qu'en plus, je pense pas que ce soit vrai, mais elle a dit, vous savez, Antoine, il serait capable d'aller vendre sa voiture pendant que je pars travailler et que j'ai le dos tourné. Tu vois. Je sais pas si j'en aurais été capable, je ne pense pas, mais voilà. Mais elle a dit ça à la psychologue, et la psychologue, elle a dit, ah, mais tu sais quoi? Mais si Antoine, il fait ça, pendant que lui, il va bosser, tu prends tes affaires et tu te casses, et lui finira sa vie avec une cassos. Elle m'a dit ça, mec. Je te jure que c'est vrai, elle m'a dit ça. Et là, mon gars, ça commence à chauffer, mon gars. Et je commence à m'énerver, je commence à me disputer avec elle. Là, réellement, je commence à me disputer, tu vois, ça commence à hausser le ton et tout. Et en plus, elle hausse le ton plus fort que moi. Mais tu vois, quand t'es psychologue, t'as pas à t'énerver. Tu dois rester calme face à ton patient, je trouve, tu vois. Et elle dirait qu'elle voulait parler fort pour avoir raison, mais parler fort ne te donne pas raison dans un débat, tu vois. Tu peux pas me dire ça à moi, c'est pas possible. En plus, elle me connaît depuis que je suis petit, elle connaît ma famille, tu vois, elle sait comment j'ai été éduqué, etc. Tu peux pas dire ça à moi, c'est pas possible. Et après, elle dit le truc de trop, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle m'a dit, de toute façon, tu finiras célibataire et tu viendras pleurer dans mon bureau. Mais elle a dit sur un ton hautain que je ne saurais pas reproduire. Et déjà, je trouve ça hyper irrespectueux pour moi, et ainsi que toutes les personnes qui pleurent dans ce bureau. Je trouve c'est un manque de professionnalisme de dire ça à quelqu'un. Surtout que j'étais mal, je vivais des problèmes, je vivais une maladie, je vivais un problème mental, tu vois, j'étais mal et tout. Et en fait, elle m'a enfoncé encore plus, tu vois. Et là, je me suis levé, et je me suis vraiment levé d'un coup, et sur 2 secondes, j'ai dû réfléchir à est-ce que je retourne au bureau, et j'expose tout dans le cabinet, ou est-ce que je me barre. Et je me suis barré en disant, vous me pétez les couilles. Et je m'en veux quand même d'avoir dit ça parce que j'ai manqué de respect et j'aime pas ça. Mais elle le méritait, franchement elle le méritait. Et après je suis parti, mec. Et là, je sors et mon gars, je m'effondre. Et je marche dans le village, je m'effondre, mec. Je crois que j'ai jamais autant pleuré. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est un cauchemar? Ou est-ce que ce qui m'arrive, ça m'arrive vraiment, tu vois? J'ai une maladie, j'ai plus d'argent, je vais voir une psy qui me dit des dingueries, mon gars. Je vais peut-être perdre ma copine. Qu'est-ce qui m'arrive? Et je pleure et je marche pendant moins 15 minutes, j'ai marché et je pleurais, tu vois. Et je te jure que ce soir-là, et j'ai dit à ma copine, j'ai hésité à revenir au cabinet, déposer ma sacoche devant la porte, avec tous mes papiers, et aller me jeter du pont d'à côté, mec. Je me dis, mais c'est pas possible, il m'arrive trop de trucs et c'est un cauchemar, faut que je me réveille, il faut que je saute du pont pour me réveiller, tu vois. C'est vraiment ce moment-là, je crois que c'était la phase la plus compliquée. Après le lendemain, j'arrive au travail, je pleurais tous les jours au travail, tu vois. C'était vraiment la période mentale la plus compliquée. Est-ce qu'on peut dire que c'était une dépression? Je sais pas si c'en était vraiment une.
je pense que la seule personne qui pourra y répondre, c'est mon ex-copine, qui l'a vécu d'un point de vue extérieur et qui m'a vu en fait. Parce que moi, enfin, on ressent pas vraiment le truc, tu vois. Je sentais que j'étais triste, je sentais que je contrôlais plus ce qui m'arrivait, que tout me dépassait, mais est-ce que j'étais en dépression? Je ne sais pas. C'est possible, franchement. Après, dépression, c'est un grand mot, c'est aussi une maladie, hein. Maintenant, faut le dire clairement. Et je veux pas parce que dire que je suis en dépression, c'est pas un autodiagnostic, tu vois. Je préfère que une personne professionnelle me dise t'as été en dépression plutôt que je m'auto-diagnostique. Donc j'étais dans une déprime, on va dire, j'avais le blues, c'est ça qu'on dit? Ouais, j'avais le blues. C'est une expression. Ouais, voilà. Et voilà, je dirais pas jusqu'à dépression, mais je pense que en fait, on va dire que t'as eu une phase de déprime. Exactement. Voilà. Une grosse. Déprime et dépression, c'est pas la même chose. Non, c'est une grosse phase de déprime. C'était très compliqué, je voulais plus sortir, je voulais plus rien faire. C'était vraiment dur. Vraiment dur. Et après, les problèmes d'argent, 2 semaines après, ben boum, je suis plus en couple. Un mec, pareil, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Je crois que mes yeux sont devenus imperméables. Je crois que je peux plus pleurer maintenant. Tellement j'ai pleuré. T'as plus de glandes lacrymales, genre. Ouais, voilà, c'est ça, je peux plus pleurer. C'est fini, j'ai tellement pleuré que voilà. Puis j'ai eu du soutien. Mec, il y a mes amis qui sont venus chez moi et qui m'ont fait un câlin, mec. Quand je pleurais. Il y a mes amis qui m'ont fait un câlin. Et c'est des choses que j'oublierai jamais, mon gars. Ça m'a trop touché et c'est ce qui me faisait pleurer aussi, tu vois. Non seulement j'étais triste, mais quand je vois qu'on me fait des câlins et tout, tu vois, ça m'a touché, j'étais encore plus ému, tu vois. Ouais. Mais c'était une phase vraiment compliquée et c'est toutes les répercussions que ça a pu avoir sur moi. Et après, je reste solide, tu vois, on est là. Ça me touche, mais je reste debout, t'es mec. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est ça. C'est ça, mais... Ok. Ça a été dur. Très, très beau témoignage, franchement, j'étais à fond dedans. Ah, ça me fait plaisir, Pas merci. poser de questions, j'étais là, je t'écoutais religieusement, franchement. À chaque fois, il me dit que je suis bien à écouter et tout. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais je trouve que pour quelqu'un qui pense ne pas savoir bien s'exprimer, je trouve que tu t'exprimes très bien. Franchement, ça va. Parce que je suis à l'aise. Ouais, Grâce à lui, il m'a mis à l'aise, donc voilà. Bah, tu sais, est-ce que t'es au courant que moi j'ai une formation de psy ou pas? Non, je savais pas. Tu savais pas? Je savais que t'étais prof, mais pas psy. En fait, j'ai fait une licence intervention sociale et professionnelle, et il y avait un pan un peu psychologique aussi Ok. dans mon semestre. C'est classe en vrai. Donc, et mon métier de conseiller en insertion, il y a un peu du coup ce côté psychologique aussi, ce qui fait que... C'est pour ça aussi que j'ai créé la chaîne, parce que j'aime bien aussi des fois écouter des gens parler, Ok. avoir des témoignages, etc. Prochaine fois que j'ai des problèmes, je viendrai chez Nessim pour me confier. Tu payes combien? C'est le... c'est le gros bâtard. Le même tarif que je fais d'habitude, du coup, si tu veux. 120 € T'inquiète. la séance. Non, t'inquiète. C'est pas vrai, c'était pas 120 € la séance, mais voilà. Et dernière question, et je pense qu'on va finir là, parce que sauf si t'as tout à rajouter, bien sûr. De toute façon, on n'est pas pressé par le temps ici. Non, ouais, y'a pas de problème. Quelle est la suite pour toi? Comment t'envisages la suite? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu t'envisages vivre avec la maladie sur la longue durée? Comment ça va se passer pour toi? Alors, envisager de vivre avec la maladie sur la longue durée, c'est soit je me suicide et je vis plus avec, soit je vis avec, quoi. Parce que c'est une maladie chronique, ça va rester toute ma vie. D'accord. Donc, moi qui veux vivre, j'ai pas le choix de rester avec. Donc ça va le faire, je vais continuer mes piqûres. J'arrête en janvier ma piqûre qui me fait vomir, donc j'espère que ça ira mieux. Ouais. En plus, ce sera toutes les 2 semaines, donc voilà. Sachant que quand je me pique, je suis très fatigué après, les jours qui suivent et tout, c'est une horreur. Donc je vais vivre avec, y a pas de souci. J'espère être en rémission d'ici quelques années, sachant que si c'est pas le cas, bah, je me piquerai toute ma vie. D'accord. Après, est-ce que j'ai des projets? Oui, j'ai un projet. Je voulais faire une vidéo YouTube moi aussi, où je parle de la maladie, mais en fait j'avais pour projet aussi de faire une transformation physique. Puisque la maladie, mon poids faisait du yo-yo. Du yo-yo, pardon, j'ai bégayé. Yo-yo, ouais. Du yo-yo. Si j'ai des photos, si tu veux, que je pourrais t'envoyer pour que tu mettes au montage. Ouais, si nécessaire. Parfait. Mais avant, je faisais genre 62 kg, je suis passé à 50, puis j'ai été à la salle à Corelio, je faisais attention à ce que je mangeais, je poussais beaucoup avec tu vois, donc j'ai pris du muscle, je suis remonté à 57 kg. Le lendemain, on m'a opéré d'urgence par rapport à la maladie, je suis descendu à 52 kg, maintenant je suis à 63, tu vois, et mon poids fait du yo, et je voulais vraiment faire une transformation physique, parler de l'impact physique que ça a eu, de l'impact moral, montrer où j'en suis maintenant. Bon, la transformation physique n'a du coup pas commencé finalement, elle devrait reprendre, j'espère, avec le Rio. Mais voilà, je voulais faire ça en projet pour sensibiliser les gens, pour motiver aussi ceux qui traversent cette maladie, pour leur dire voilà, regardez, si moi j'en suis capable, vous aussi, tu vois. Parce que je suis une personne comme l'autre et... Ça, c'est un très bon message, je trouve, à transmettre aux autres personnes. C'est gentil, merci. S'ils sont atteints de la maladie, c'est intéressant, je trouve. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire ça aussi, pour que ça aide les gens, pour que
ça leur fasse prendre conscience des choses. Parce que aussi, faut savoir, enfin, c'est un truc con, mais des fois il n'y a pas de toilettes publiques partout, tu vois. Et ceux qui sont atteints de la maladie, mais des fois ils doivent courir de fou, ils doivent limite supplier les gens d'aller aux toilettes parce qu'ils ont une maladie, tu vois. Et malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui connaît cette maladie. Mais sachez que quand on a cette maladie et qu'il faut qu'on aille se vider, c'est dans les 2 minutes qui suivent, sinon c'est fini. Vraiment, C'est aussi pour ça que je trouve intéressant que tu en parles en caméra durant un épisode du podcast. Vu que c'est une maladie qui est très peu connue, je trouve que c'est intéressant que tu en parles ici. Donc si quelqu'un un jour vient vous dire il faut que j'aille aux toilettes, j'ai la maladie de Crohn, pitchez, laissez cette personne aller parce que sinon c'est souffrance absolue. Et puis même si moi demain, si quelqu'un me laisse pas aller et que je me retrouve à me chier dessus parce que on me laisse pas aux toilettes, tu vois, genre j'aurais honte de moi en fait un peu, tu vois. Ah bah sûr, c'est pas évident. Il faut pas que ce soit une honte d'être malade et d'avoir ça en fait. Donc les personnes ont tous aussi un rôle à jouer autour de toi et c'est important. Donc voilà. Parfait. C'est le mot de la fin, je pense. Pas de soucis. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, j'ai discuté avec des gens qui ont la maladie de Crohn aussi, avec d'autres personnes. J'ai été un cas un peu à part aussi. Il y en a qui ont beaucoup de crampes d'estomac, qui ont des crises. J'ai vu une collègue à Intermarché qui se roule à terre, vraiment tendue en deux, qui vomit ou qui va aux toilettes. Je vais parler un peu cru sur ça, je sais pas si je mettrai en montage ou pas. Oh, vas-y. Mais moi, je me vidais 3 ou 4 fois par jour et ça m'a causé tout ce qui était hémorroïdes et fissures anales. Donc j'étais plus touché à l'anus qu'au ventre et c'était horrible. Peu importe ce que je faisais, je me faisais une fissure, j'avais mal quand je vais aux toilettes, je saignais, je boitais, horrible. Donc si un jour vous avez des hémorroïdes ou des fissures anales, consultez quand même, essayez de voir un truc si c'est récurrent, consultez parce qu'en général des fissures ça peut arriver quand on mange un truc trop pimenté et qu'on va se vider, et tu vois que ça brûle un peu, tu vois. Et sachant que ça peut être fissuré à l'extérieur comme à l'intérieur. Et justement quand j'allais à la salle avec Aurélio, moi j'avais mal et le moment où je devais avoir mon traitement, la gastro m'a examiné, elle a examiné mes fesses du coup, et en fait il y avait du pus etc. Elle m'a dit oula attention mec, je crois que tes fissures elles sont fermées, en fait elles sont rouvertes, fermées, rouvertes, et ça s'est surinfecté. Ouais. Et en fait ça m'a développé un abcès à l'anus, extérieur et intérieur, et du coup j'ai dû aller me faire opérer d'urgence à Valenciennes. Et au scalpel mon gars ils ont creusé mon gars dans mon... Et voilà après j'étais encore handicapé un petit peu, pendant l'été j'ai pas pu aller à la piscine, marcher c'était compliqué, je devais mettre des couches. Alors pas des couches pour enfants mais des couches parce qu'en fait du coup il y avait des écoulements de sang et de pus à cause de l'opération. Oui. Puisqu'à cet endroit là on peut pas recoudre. Ouais. On peut mettre soit des mèches ou des élastiques, moi mon abcès n'était pas assez profond pour que j'ai ça. Mais voilà, donc ça touche aussi l'œsophage. Si vous avez des remontées acides dans la gorge qui sont courantes, des fois ça arrive parce que l'estomac c'est acide, on le sait, mais si vous en avez vraiment régulièrement, n'hésitez pas à consulter. Ça touche la gorge et l'œsophage aussi, donc c'est important. Donc si vous videz beaucoup de fois par jour, qu'il y a du sang, que vous avez mal au cul, hein, clairement, ou que vous avez mal dans la gorge, ça brûle parce qu'il y a des remontées, n'hésitez pas à consulter en vrai. Ça peut cacher ce genre de choses, et il y en a qui ont la maladie qui sont pas forcément des gros symptômes non plus, tu vois. Il y en a qui ont Crohn et qui sont juste des brûlures acides, donc c'est important quand même de le savoir et de le détecter. En fait, ça dépend vraiment des gens, quoi. Exactement, voilà, okay. C'est ça. Bah, n'hésitez pas à les consulter si jamais certains d'entre vous ont ce genre de symptômes. C'est toujours intéressant et toujours pertinent pour moi, je pense, d'aller consulter et d'éviter justement que ça puisse s'aggraver. Ou au moins de prendre le problème à bras le corps directement. Donc ça, c'est un très beau message de la part d'Antoine. Antoine, je te remercie pour ton témoignage. Bah, c'était avec plaisir, merci de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en parler et de pouvoir remercier tous ceux qui m'ont accompagné et toi aussi du coup pour l'invitation. Pas de soucis. C'était cool. Tout l'honneur est pour moi, vraiment. Je trouve que tu t'es très bien exprimé. L'épisode il est cool, j'ai pris du plaisir à le faire, j'espère que toi aussi. Bah carrément, ça me plaît d'en parler, c'est trop bien. Et voilà, et nous on se dit à la prochaine sur Cypherspace, l'espace de toutes les cultures. Ben ciao.